Alors, bonjour Claire, merci d'avoir accepté mon interview. Et en fait, je me souviens, on s'est rencontrés une fois où je t'avais demandé d'être mon modèle photo. Et à ce moment-là, tu m'avais raconté un petit peu ton histoire d'enfance, un petit peu ton parcours de vie. Et j'aimerais bien que tu racontes un petit peu ton histoire, que je trouve vraiment très intéressant, très passionnant. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux brièvement te présenter, s'il te plaît? Merci Olivier pour ton invitation. Ça me fait très plaisir d'être là et de pouvoir partager mon histoire. D'accord. Et aussi notre première rencontre qui s'est fait vraiment naturellement et aussi de manière, on va dire, étrange parce que tu m'avais trouvé sur les réseaux sociaux. Donc ça m'a surpris, mais c'est une bonne rencontre en fin de compte. Je m'appelle In, mon prénom vietnamien. Claire, c'est mon prénom français, donné par mes parents adoptifs. Je suis née au Vietnam, puis adoptée à l'âge de 8 ans, puis je suis partie en France à cet âge-là. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux raconter un petit peu, du coup, tu as été adopté à l'âge de 8 ans, mais avant ça, est-ce que tu peux raconter un petit peu tes parents adoptifs, comment ils t'ont abandonné, etc. Donc, je suis originaire du Vietnam, de Saigon surtout. Je suis née à Saigon. Pour raconter mon abandon, je suis née en 1993. Pour revenir au contexte, le pays était encore pauvre cette année-là. Il y avait beaucoup d'abandon durant ces années-là. Je n'étais qu'un nourrisson de quelques jours ou quelques semaines, mais vraiment un nourrisson nouveau-né, quoi. Mes parents biologiques m'ont abandonné à la suite de ma naissance. Pour préciser exactement le lieu où j'étais abandonnée, ils m'ont abandonnée sous le fameux pont qui se trouve entre le Vin Home Park et Tao Dien. Pour revenir dans le passé, donc en 1993, durant cette année-là, le pont n'était pas entièrement construit. Il y avait simplement un quart de construit. Vin Home Park n'était pas totalement construit durant cette année-là. C'était un endroit assez désert. Il n'y avait pas ce fameux parc tout verdoyant avec les grands immeubles. J'étais vraiment abandonnée à l'entrée de ce un quart du pont et à côté de la rivière Saigonaise. Et en même temps, il y avait dans cette zone-là des chiens errants. J'aurais pu mourir de trois façons différentes après l'abandon. Donc, soit me noyer totalement dans la rivière et j'étais vraiment qu'un nouveau-né. Ne sachant pas comment, je ne savais pas comment nager pour un nourrisson. Voilà, j'aurais pu première morte par la noyade. Deuxième décès, être mangé par les chiens errants, vu que les chiens ils étaient affamés et qu'ils appartenaient à personne. Quand je dis à personne, c'est que vraiment ils traînaient partout dans Saigon. Et puis, j'aurais pu aussi mourir de la dernière façon, être totalement comment dire, touché par les constructions du pont, que ce soit les gros blocs de construction. Donc voilà, mais bon, il faut croire que j'avais un ange gardien qui m'a préservée. J'étais vraiment chanceuse, même dans mon malheur de cet abandon par les parents biologiques. Puis un jour, une dame lambda, donc locale, une dame vietnamienne, qui passait à cet endroit-là au niveau de la route. Elle était dans son taxi et puis, soi-disant, donc par rapport à ce qu'elle a dit dans le dossier, dans la déposition qu'elle avait faite
au commissariat de police. Elle est passée par là en taxi, elle aurait vu un groupe de personnes. On ne sait pas si c'est un groupe de touristes, mais j'imagine que durant cette année-là, il n'y avait pas beaucoup de touristes de base. Donc peut-être un groupe de personnes locales qui m'encerclaient, qui encerclaient quelqu'un évidemment. Donc au départ, cette dame ne savait pas que c'était moi. Donc elle a décidé de descendre du taxi, donc de s'arrêter à cet endroit-là, comme par hasard. Et puis elle s'est approchée de ce groupe, et puis elle m'a vue. Et elle s'est dit, on va pas laisser un bébé comme ça, tout seul. Elle savait pas combien de jours j'étais là, ou combien d'heures, combien de minutes. Donc c'était une urgence, il fallait m'apporter quelque part en fait. Pour ma sécurité et puis pour ma santé surtout parce que j'étais vraiment apparemment j'étais un bébé prématuré. Donc ça c'est ce qu'on m'a raconté. Du coup elle m'a prise avec elle. Je suis allée avec elle au commissariat de police. Elle a fait une déposition en expliquant comment elle est tombée par hasard sur moi. Il fallait raconter une histoire pour que ça apparaisse vraiment fiable aux yeux des policiers. Donc après ça, il fallait prendre une décision. Quoi faire avec moi? C'est surtout ça. Étant nourrisson, moi, je n'avais aucune décision à faire parce que j'étais encore qu'un bébé. Donc du coup, ils ont réfléchi et puis ils se sont dit, bon, la seule solution, ça serait de m'emmener dans un orphelinat. D'accord, donc ils devaient trouver un orphelinat qui acceptait de m'accueillir. Et puis, ils ont trouvé l'orphelinat de Govap, situé dans le district Govap. Donc, on va dire à 30 minutes de l'arrondissement 1. Donc, ça fait un peu loin. Donc, ils m'ont déposé devant l'orphelinat. Ils se sont arrangés avec la directrice. Puisque pendant cette année-là, c'était une directrice qui dirigeait l'orphelinat de Govap. Donc, j'ai été acceptée et puis on m'a recueillie. Et du coup, j'ai grandi dans cet orphelinat-là avec d'autres enfants dans la même situation que moi, tous abandonnés. Donc, on a tous ce même traumatisme en commun qu'on partage. Et du coup, cet orphelinat, c'est comme si c'était une nouvelle famille, même si on n'a pas la maman ou le papa, mais on a ce qu'on appelle les frères et les sœurs, donc les autres orphelins, qui ont eux aussi connu leur malheur durant leur naissance. Voilà. Mais dans l'orphelinat, est-ce que vous considérez la directrice ou quelqu'un qui est une femme qui travaille dans l'orphelinat comme une maman ou pas? Alors, non, je ne pourrais pas dire qu'on considérait les nounous qui travaillaient donc dans l'orphelinat comme nos mamans. Si tu veux, parce que la façon dont elles nous traitaient, c'était pas un traitement fait avec amour. Donc, je ne pourrais jamais les appeler comme des mamans de substitution pour moi, du fait que leur traitement n'était pas du tout respectable à notre égard. Et donc, du coup, je pouvais simplement appeler les autres orphelins mes frères et sœurs parce qu'on partageait la même expérience et surtout que notre histoire nous rapprochait encore plus des uns et des autres. Et donc, moi, j'ai grandi dans cet orphelinat-là jusqu'à l'âge de 8 ans, donc 8 longues années. J'ai connu vraiment la vraie misère dans cet orphelinat-là. Quand je dis la vraie misère, c'est vraiment la pauvreté. Un exemple typique, par exemple, on se battait pour la nourriture. Parce que le ratio de nourriture, il n'y avait pas assez pour nourrir toutes les bouches. Donc, imaginez, on se battait pour la nourriture. On avait un petit bol de riz tous les jours. Je me rappelle. Ouais, juste de riz. Rien d'autre. C'est juste un bol de riz.
Donc, pour vous dire à quel point la pauvreté dans cet orphelinat-là Et ça, était c'était vraiment très pendant voyant. toute la durée de l'orphelinat, enfin quand tu es resté à l'orphelinat, du début jusqu'à la fin, Ouais, tu mangeais comme ça. oui, donc il y avait quelques occasions où on pouvait avoir une soupe, d'accord, avec un peu plus Mais une soupe, de... c'est moins nourrissant que du riz. Voilà, une soupe, c'est... Ouais, voilà. Donc oui, oui, on a vraiment connu la misère au niveau de la nourriture qui ne pouvait pas nourrir toutes les bouches. Donc la quantité, on n'avait pas toute la quantité qu'il fallait. Et donc j'étais, si tu veux, à cause de ça, j'étais sous-alimentée. Donc la malnutrition, ça je l'ai connu. Mon corps a eu un grand impact là-dessus pendant 8 années, comme ça. Et pour les autres enfants, ils l'ont moins ressenti, mais moi je l'ai beaucoup plus ressenti. On m'avait dit vraiment, parce que j'ai des photos, que le personnel a pris quand j'étais enfant. Et mes bras et mes jambes ressemblaient à des baguettes de pain. Ah, Ouais, vraiment toutes fines, quoi. d'accord. Ouais, vraiment toutes fines. Donc j'étais vraiment maigre, considérée comme anorexique, voire même. Donc du coup, ouais, après ça, bon, à côté de ça, je ressentais pas, je veux dire, de la tristesse tous les jours, mais même avec rien, j'étais contente puisque je jouais avec tous les autres enfants, donc mes frères et sœurs. Et on n'avait pas de jouets non plus. Et vous jouez comment alors? Bah, on jouait avec des outils, vraiment, tu sais, les outils du quotidien. Ce que vous avez à disposition. Voilà, c'est ça, que le personnel nous mettait à disposition. Donc, on jouait vraiment à notre façon avec ce C'était qu'on pas des avait. billes ou des Non, trucs comme pas du ça. tout, non. Non, c'est... Objets du Pendant cette quotidien. période-là, il y avait pas tous les jouets qui existent maintenant, tu vois. Donc, on était vraiment, mais vraiment pauvres. Donc, mais on s'en foutait parce que du moment qu'on était avec notre groupe d'enfants, nos frères et sœurs, et qu'on trouvait toujours un moyen de faire des jeux de groupe, donc ça nous suffisait en fait. Tout le matériel à côté de ça, ça nous importait peu. D'accord. Voilà. Et quel souvenir tu gardes de l'orphelinat? En général, est-ce que tu gardes un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Je vais dire les deux. Je vais pas choisir le bon ou le mauvais parce que j'ai vécu les deux côtés, on va dire. Donc, le mauvais côté de mes souvenirs, c'est surtout la maltraitance de l'enfant par le personnel. Donc, toutes les nounous qui ont travaillé donc, à l'orphelinat, elles n'exprimaient aucun amour pour nous. Il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas de sentiments affectueux. Donc, du coup, c'était vraiment un sentiment froid, très glacial, très distant même. Le caractère de la maltraitance ici, c'était surtout physique et verbal. Quand je dis physique, c'est vraiment des coups de bâton. Donc, durant cette période-là, les nounous utilisaient un bâton en bambou. Ça, Euh, ça fouette, donc, ça. ça fouette très fort, le bâton en bambou. Et tous les enfants sont passés sous les mains des nourrices. Mais est-ce qu'elle vous frappait pour des bonnes raisons ou des fois c'était un peu exagéré? Alors, on va dire les deux, Ok. d'accord? Pour moi, vu que j'étais détestée par toutes les nounous, il n'y avait personne qui m'aimait. Elle me battait en fait pour le plaisir personnel, pour elle. Même si j'ai fait aucune bêtise. C'est juste que j'étais une enfant trop silencieuse, trop calme. Je disais rien, je mouffetais pas, on va dire. Je ne réagissais pas. J'étais une enfant vraiment distant, très retirée. Et quand je faisais mes colères aussi, elle me frappait.
avec leurs coups de bâton en bambou. Et pour vous dire, vu que j'étais la plus détestable, j'en ai reçu beaucoup plus que la majorité des enfants de l'orphelinat, puisque j'étais vraiment un enfant détestable. Et donc, personne ne pouvait m'aimer. Et du coup, j'en recevais le double par rapport aux autres enfants. Et quand elle frappait où? Oh, elle pouvait frapper n'importe où, que ce soit le corps, le visage. Après, moi, j'ai pas de souvenir avoir eu des marques. Peut-être que j'en ai eu, mais alors inconsciemment, je les ai jamais remarquées sur mon corps. Donc, mais par contre, j'étais très marquée dans mon esprit. Cette violence physique, c'est très marqué dans mon esprit comme un tatouage qu'on ne voit pas, donc un tatouage invisible. Et ça m'a marqué énormément. Ça m'a vraiment mis à l'écart, on va dire. Et puis j'ai dû être en mode survie, parce que j'étais vraiment une surveillante. Dans mon état d'esprit, je me disais, allez, bon, vu que pendant 8 années comme ça, je vais en subir. Donc mentalement, je me suis dit, bon, je vais prendre des coups. Ça va graver dans mon esprit. Je vais rester forte, je vais rien dire. Je vais surtout essayer de surmonter chaque coup, chaque douleur. Donc j'étais mentalement vraiment... c'est comme si j'étais mentalement préparée pour recevoir des coups. Et donc je disais rien, je les recevais. C'est comme si je portais ma croix durant cette époque-là. Donc pour une jeune enfant, penser de cette façon-là, c'était le seul moyen pour survivre aux violences physiques et surtout la maltraitance sur l'enfant. Après, à l'âge de 8 ans, tu te fais adopter. Et comment se passe l'adoption? Est-ce que tu as le souvenir du coup, tu as 8 ans, donc je pense que tu te souviens encore de cette adoption? Ouais. Donc oui, à l'âge de 8 ans, j'étais déjà un peu plus grande. J'ai beaucoup plus de souvenirs sur comment, quand et le lieu surtout. Donc à l'orphelinat, quand un enfant est préparé pour l'adoption, euh, souvent le personnel, donc les nourrices, prépare l'enfant et explique à l'enfant quelques semaines avant que les parents arrivent. Donc elles expliquent à l'enfant les conditions donc notre départ. Donc elle nous explique il y a un couple de parents adoptifs, ce ne sont pas tes vrais parents. Ils viennent donc ils expliquent d'où ils viennent, de quel pays, et ils nous expliquent que quand ils viendront me chercher et ils me prendront avec eux et je partirai dans le pays d'adoption où ils habitent. Et ils t'ont pas dit quel pays? Alors, si, donc j'ai eu de la chance, il y avait une sœur religieuse, une ancienne sœur religieuse qui a travaillé dans cet orphelinat-là. Et elle parle bien français et vietnamien. Donc, elle connaissait ma situation et c'est elle qui m'a tout expliqué en fait. Elle m'a expliqué de A à Z. Mes parents viennent de France. Elle m'a même expliqué les prénoms de mon père et ma mère. Et elle m'a aussi expliqué les autres membres de la famille que j'aurais. Et quand est-ce que j'allais partir aussi. Quand est-ce que mes parents allaient venir me chercher. Donc précisément l'année, le mois. Et puis ce que j'allais avoir dans ce nouveau pays, comment sera la nouvelle vie dans ce pays-là. Donc j'ai de la chance d'avoir cette sœur religieuse qui était vraiment très patiente et qui m'a expliqué correctement les choses dans les moindres détails. Et aussi c'est elle qui m'a enseigné le français avant mon départ pour la France. Mais tu as dit qu'est-ce qui allait t'attendre dans ce nouveau pays et qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Est-ce que tu te souviens? Alors, elle m'a dit, donc, les grands changements dans ce pays vont être, on va dire, la nourriture, la langue
et les conditions de vie. Donc la nourriture, elle m'a dit, alors tu vas peut-être retrouver du riz, il y en a en France, mais la nourriture vietnamienne, toute la nourriture vietnamienne, tu ne trouveras pas en France. La seule nourriture que tu pourrais potentiellement y trouver, c'est du riz, elle m'a dit. Le riz, c'est la base pour les Asiatiques. C'est comme le pain pour les Français, voilà. Après ça, elle m'a dit la langue, donc le français. Donc, elle m'a dit, vu que je t'ai enseigné le français, donc le premier niveau, on va dire. Donc, vraiment, les notions basiques du genre bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît. Ou bien les quelques mots pour appeler les membres de ma famille. Et puis les nombres ou les couleurs, voilà. Après ça, les conditions de vie, donc ça va être, elle m'a expliqué que j'aurais ma propre chambre chez mes parents adoptifs, que j'allais vivre avec donc un papa, une maman et puis un frère et puis une sœur. Et que chaque jour, ça va être aller à l'école, passer du temps avec la famille, jouer avec le frère. Donc c'est vraiment la manière de vivre à la française. Voilà. Et quand elle t'a annoncé tout ça, le contexte, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu étais hyper contente ou c'était quoi ton émotion à ce moment-là? Alors, pour être honnête, j'étais une enfant vraiment émotionnellement distante. C'est-à-dire que tout ce qu'elle me disait, ça me traversait pas l'esprit encore. J'étais pas encore consciente de tout ça. Pour moi, c'était juste imagé. J'imaginais tout ce que me disait la religieuse. Et du coup, je n'avais pas conscience des éléments, de la réalité. Pour moi, je me disais, ok, j'avalais toutes les informations, si tu veux, mais tout en étant un peu distante. Et en même temps, je ressentais une tristesse parce que je regardais, j'imaginais les autres orphelins à l'orphelinat qui, eux, allaient rester là. Et je m'imaginais en fait partir, quitter le pays et puis les laisser derrière moi. C'était un sentiment de frustration pour moi. Je me posais plein de questions. À ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce qui vont leur arriver à ces enfants qui seront laissés derrière? Et puis moi, je vais partir, je vais quitter le pays. Je ne sais même pas ce qui va leur arriver, comment ils vont grandir. Est-ce que je vais perdre de vue, perdre contact avec eux? Puisque j'avais aucun moyen du tout pour les contacter. Et donc, du coup, je posais surtout ces questions-là à ma religieuse par rapport aux autres enfants. Moi, c'était surtout ça, les autres enfants qui étaient concernés durant ce moment-là. Je lui demandais, mais si je pars et que je vais en France, qu'est-ce qui va se passer pour les enfants qui sont ici et que je vais laisser derrière moi? Parce que pour moi, ça me rendait tellement triste. C'est comme si je laissais mes frères et sœurs derrière moi, tout ça derrière moi, toutes ces personnes, et je ne savais pas comment j'allais survivre. Parce que mon quotidien, c'était vraiment jouer avec eux. Et là, du fait que je vais avoir qu'un frère, un frère adoptif, quoi, je me suis dit, ça sera beaucoup moins drôle. Oui, à l'orphelinat. Alors qu'à l'orphelinat, c'était vraiment, on était un grand groupe d'enfants et puis on jouait à plein de jeux. Et me retrouver avec un seul enfant en France, je me disais, mais le côté fun, je vais pas le retrouver, quoi. Donc, je m'étais dit, mais ça va être beaucoup moins amusant avec un frère seulement. Et je m'étais même dit, je vais en fait m'ennuyer. J'avais peur de cet ennui, en fait. Parce que pour moi, c'était ce
ce bon souvenir que j'avais avec le groupe d'enfants, malgré qu'on n'avait pas les jouets. On était toujours heureux en fait. On n'avait pas besoin de tout ce matériel pour être heureux. Donc c'est encore une preuve comme quoi on peut jouir des jeux sans avoir le matériel en fait. C'est simplement la compagnie en fait qui me permettait en fait de rester vivante et surtout de ne pas penser à la maltraitance, ce côté vraiment noir de l'orphelinat. Et donc, je disais à ma religieuse, mais je veux pas les quitter. C'était vraiment quelque chose qui me rendait nerveuse. Ouais, ouais, j'étais attachée aux autres orphelins, tout ça. Et donc, j'avais presque envie de pleurer parce que, ouais, je m'imaginais pas les laisser derrière moi comme ça. C'était horrible, hein. C'était comme si je me disais, en fait, je me sentais un peu égoïste, tu vois, de les quitter. Alors que non, c'était pas de l'égoïsme, mais pour moi, je le sentais comme de l'égoïsme en fait. Quand tes parents adoptifs sont arrivés à l'orphelinat, quelle a été ta réaction? Comment ça s'est passé? Donc c'était surtout ma mère qui était venue seule. Mon père ne pouvait pas la rejoindre parce qu'il y avait mon petit frère. Donc durant cette année-là, donc mon petit frère, lui, il avait 6 ans, donc il avait besoin d'un parent pour le surveiller. Et comme il était encore à l'école, c'était la période où il revenait à l'école, donc c'était encore la rentrée. Ma mère est venue m'adopter c'était en septembre 2001. Je me rappelle très très bien parce que ma maman, elle a écrit un carnet de voyage où elle a noté chaque jour ce qui se passait depuis qu'elle est venue me chercher. Donc elle a daté. Donc c'est comme son journal vraiment de bord, son journal de voyage. Et la première date de ce journal, c'était en septembre, le 9 septembre 2001. Donc il y avait les attentats. Non, c'était le 11 septembre, pardon. Donc elle a pris, oui, elle a pris l'avion le 10 et elle est arrivée le 11. Donc c'était vraiment au même moment où il y avait les attentats des tours jumelles aux États-Unis. Donc imaginez quand mon père a laissé ma mère prendre l'avion. Et que les événements se sont déroulés de cette façon-là. Mon père, il a flippé à mort, pour dire vraiment flippé à mort, parce qu'il avait eu peur que ma mère soit dans le mauvais avion, du fait que l'avion allait en Asie, mais il n'allait pas du côté de l'Amérique, en fait. Donc, par chance, vraiment, ma mère, elle avait un ange gardien de ce côté-là, parce que j'aurais pu vraiment n'être jamais adoptée en fait. Et donc là, un autre malheur de ne pas avoir de parents adoptifs. Donc du coup, l'ange gardien a vraiment fait les choses pour ma mère. Ma mère est arrivée saine et sauve au Vietnam. Et donc, elle est venue, on va dire, le 12 à l'orphelinat, puisque le 11, elle devait se reposer, surtout après un décalage horaire. Donc, le 12, elle est arrivée et je me rappelle, je devais l'attendre dans une grande pièce. Ils appelaient ça la salle de réunion ou la salle de... Je me rappelle plus du nom. Et donc, c'était la salle officielle aussi pour pour ma mère, pour signer tous les papiers. Donc, l'accord de l'adoption avec les autorités vietnamiennes. Et je me rappelle, je portais un t-shirt rose. J'ai encore les photos. J'attendais sagement, mais vraiment comme une enfant très très sage. Je ne bougeais pas de ma chaise. Stressée un petit peu ou pas? Non, j'étais pas stressée, j'étais pas non plus impressionnée, pour te dire. J'étais là vraiment dans une réaction normale d'une enfant qui, tu sais, un peu, qui s'en fout un peu de tout et qui est un peu ailleurs. Et du coup, j'étais une enfant sage, j'attendais sur ma chaise, je ne bougeais pas. J'étais avec ma sœur religieuse
qui était là et puis elle me parlait de temps en temps. Et puis ma mère est entrée dans la pièce et elle m'a vue, elle m'a pris dans ses bras. Alors moi, la première chose, ma première action quand ma mère m'a pris dans ses bras, tu sais, parce que pendant 8 ans, j'ai jamais reçu de signes d'affection, d'amour, hein. Et là, le fait de passer de rien à tout, c'était un grand choc pour moi. Je me disais, mais c'est qui cette étrangère qui me prend dans ses bras? J'étais comme ça, stoïque, comme une statue en fait. Et je ne bougeais pas en fait. Je regardais l'étrangère, ma mère. Et donc, je la regardais comme ça. Qui, non? Alors, j'avais eu les photos parce que la religieuse m'avait montré quelques photos des membres de ma famille. Et du coup, ouais, je reconnaissais le visage à partir de la photo. Et donc, quand j'ai vu ma mère en vrai, en personne. Mais malgré tout, j'avais pas de réaction émotionnelle, puisque pour moi, durant 8 années, sans recevoir d'amour, d'affection, et tout ce côté touché, en fait, avec quelqu'un d'autre comme ça, bah, ça m'a surpris en fait. J'ai été choquée. J'ai dit, je pouvais pas parler. J'étais là pendant quelques minutes. Je regardais ma mère étrangère. Et puis après, petit à petit, je suis retombée vraiment. Je me laissais faire. Et donc, puis après ça, ma mère qui m'embrassait sur la joue, qui me prenait dans ses bras. Donc après ça, bon, je commençais à me laisser faire. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ça tout en douceur. Mais ouais, c'est vrai que c'était un grand choc pour moi. Ouais. Et donc, ma mère, elle essayait de me parler, mais moi, je ne pouvais pas lui répondre, puisque j'avais pas tout le vocabulaire, même si j'avais vraiment quelques notions basiques du genre bonjour. Je disais simplement bonjour, en fait. Et puis après, je disais maman. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a réagi quand tu as dit ça? Eh ben, elle était vraiment, ça l'a touchée. Parce que c'est vrai que ma mère, avant de m'adopter, elle a donc, pour revenir à ce contexte-là, mes parents, ils ont eu donc une fille biologique, qui est ma grande sœur adoptive. Elle est française, 100% française. Ça, c'est totalement vrai. Et puis, ils ont adopté mon petit frère avant moi. Donc j'étais la deuxième à être adoptée. Donc ma mère avait déjà l'expérience de l'adoption avec mon petit frère. Donc sa réaction, c'était vraiment me donner de l'amour. Et puis elle était tellement émerveillée quand elle m'a entendu dire maman. Donc ça l'a surprise parce que c'est vrai que au départ, quand elle m'a montré de l'affection, j'étais un peu distante, sans réaction. Et là, du fait que j'ai pu prononcer le mot maman, c'était vraiment un premier pas, une première étape. Donc ça, elle s'est réjouie de ça, donc elle était très très heureuse. Et du coup, l'adoption s'est fait, tu avais 8 ans, et la transition en France, du coup, quand tu arrives en France, comment ça se passe les débuts? Est-ce que c'était difficile et quelles ont été principalement les difficultés que tu as rencontrées? Alors donc avant d'arriver en France, j'ai raconté une petite anecdote. Le jour même, quand on allait prendre l'avion. Donc, le vol Vietnam à France se fait de nuit. Donc, je me rappelle, on avait volé pendant le week-end. Ouais, c'était un week-end, un samedi ou dimanche. C'était un samedi. Ça y est, ça me revient. C'était un samedi. Et notre vol était prévu pour 23 heures, presque minuit. Donc, ma mère, elle avait encore toute la dernière journée pour vraiment emballer les valises correctement. Et puis, on devait partir de l'hôtel vers 7 heures. Et je me rappelle, j'avais pris ma douche, tout ça. Ma mère m'avait préparé les vêtements donc à mettre pour être confortable dans l'avion. Et puis, j'avais ma petite valise que ma mère avait déjà préparée. Et puis, j'avais mon petit sac à dos. Je me rappelle, ma mère, elle m'avait mis un sac à dos. C'était un petit chien
en sac à dos. J'ai trouvé ça mignon. C'était un cadeau de mon papa. Même s'il n'était pas là, il avait donné ça à ma mère pour qu'elle puisse me le donner. Et puis, j'étais vraiment prête. J'avais mis, ma mère, elle avait préparé, c'était un ensemble jogging. C'était rose d'ailleurs, c'était rose, je me rappelle de la couleur. Et du coup, j'étais prête, j'avais pris ma douche, parce qu'à cet âge-là, je savais déjà prendre ma douche toute seule. J'avais pas besoin de ma maman. Et j'avais mis mes habits, tout ça. Il était que 5h30, 6h, donc de l'après-midi. Et on quittait l'hôtel seulement vers 19h, à 7h. Et puis ma mère qui m'a vue prête, tout ça. J'étais habillée, assise sur mon lit à l'hôtel. Et puis je regardais ma mère. Et puis je commençais à transpirer. Et ma mère a dit, mais ma fille, c'est pas encore l'heure. Pourquoi t'es prête, t'es préparée? Et puis j'avais mon sac à dos sur moi. Et j'étais assise sagement sur le lit. Ma mère qui était chanceuse parce que j'étais vraiment sage. Hein. Pour le coup, j'étais sage et ça l'a beaucoup aidée parce qu'elle a pu vraiment emballer ses affaires tranquillement. Et puis, elle me regarde, je transpirais, elle m'a dit, non, ma fille, on va retirer le gilet parce que là, tu vas transpirer à mort. Déjà que tu as chaud. Et pourtant, on avait la clim, mais je transpirais. C'est l'excitation de partir. J'étais vraiment prête le jour même. Alors que quelques jours avant de quitter l'orphelinat, pour dire au revoir à tous mes amis, j'étais pas encore prête à partir en fait. J'étais là, je voulais pas partir, mais en même temps je voulais, donc j'étais vraiment tirée des deux côtés en fait. Et du coup là, le jour même, le soir même, j'étais vraiment prête. Mais sage comme une image, assise sur le lit avec le sac à dos de chien. Et puis mon ensemble jogging, ma mère elle a rigolé et elle a écrit ça sur son journal de bord. Donc, et du coup, il y avait donc quelques amis de ma mère qui étaient venus nous rendre visite pour nous dire au revoir. Surtout donc deux amis, il y avait la traductrice qui parle bien français, c'est une Vietnamienne. Et puis il y avait son conducteur privé, son chauffeur privé, qui est vietnamien mais qui avait aussi appris le français. Donc ils lui ont apporté des cadeaux. Donc c'était surtout des fruits, des gâteaux pour emmener donc en France, pour aussi partager avec les autres membres de la famille. Donc c'était vraiment de cette façon-là que ma mère passait sa dernière journée avant de prendre l'avion. Donc voilà. Et puis après ça, donc on devait dire au revoir donc au personnel de l'hôtel qu'on connaissait très bien puisqu'ils sont devenus nos amis. Et on est revenu plusieurs fois dans leur hôtel après ça. Et puis surtout, il y avait le personnel qui travaillait pour cet hôtel qui était des femmes de ménage avec qui je m'étais affiliée d'amitié en fait. J'ai tissé un lien vraiment précieux avec toutes ces femmes de ménage qui étaient jeunes. À l'époque, elles avaient 22-23 ans. Donc, elles travaillaient vraiment très tôt. Et puis, elles prenaient soin de moi. À chaque fois, je passais du temps avec elles, je mangeais avec elles. Et donc, on disait au revoir, tout ça. Le chauffeur nous commande un taxi. Et puis, il nous aide à mettre les valises dans le taxi. Et puis là, on part à l'aéroport. Donc moi, je connaissais pas la voiture, l'avion, tout ça. J'étais très curieuse, donc je touchais à tout. Donc c'était la première fois que tu prenais la voiture La voiture, oui. Oui, c'était la première fois que je prenais la voiture. Donc du coup, j'étais très curieuse. Je touchais à tout. Je regardais la porte, la fenêtre. J'essayais d'ouvrir la fenêtre. Donc j'étais vraiment une enfant curieuse. Et arrivée à l'aéroport, donc, parce qu'en fait, le chauffeur de ma mère et puis la traductrice sont venus avec nous accompagner jusqu'à l'aéroport. Et la traductrice qui parlait avec ma mère et qui disait ah oui, cet enfant-là est très curieuse, donc il faudra
lui expliquer tout parce qu'elle aura des questions, tout ça. Et donc en arrivant donc à l'aéroport, tout ça, je voyais plein de monde. Donc du coup, je regardais l'aéroport comme ça. J'avais le regard d'une enfant innocente qui découvrait tout en fait, le monde extérieur. Parce qu'en fait, si tu veux, je suis restée à l'orphelinat jusqu'à 8 ans, mais sans découvrir le monde extérieur. Donc pour moi, c'était une grande découverte en fait. Et j'avais ce regard de l'enfant très très innocent. Et du coup, je me disais, mais les avions ressemblent à quoi? C'est qui tous ces gens-là à l'aéroport, que ça soit devant, à l'entrée de l'aéroport ou bien à l'intérieur, tout ça. Et puis c'était assez bruyant aussi. C'était très bruyant. Donc, bon, ça, le côté bruyant, je l'ai connu avec tous les orphelins, l'orphelinat. Donc, c'était pas du tout nouveau pour moi. Et donc, on entre, donc on dit au revoir donc, au chauffeur et puis à la traductrice, tout ça. Et, et du coup, j'étais étonnée parce que pour les Vietnamiens qui expriment de l'affection, c'était très, très rare. Donc, ils m'avaient tous les deux fait un câlin. Ils m'ont fait tous les deux un câlin en fait. Et donc ça m'a rappelé le fameux câlin que ma mère m'avait donné la première fois qu'elle est venue me chercher. Donc et j'étais super contente. Et donc j'étais aussi là, je posais des questions, je regardais la traductrice qui me parlait en vietnamien, tout ça. Donc, et donc je lui disais au revoir. Et puis après, donc, on entrait à l'aéroport. Ma mère, elle va à l'enregistrement de ses bagages, tout ça. J'attends sagement. J'étais vraiment... Ma mère, elle était chanceuse, hein, parce que j'aurais pu être une enfant super excitée, super active, quoi. Ouais. Non, j'étais vraiment très sage, donc ça arrangeait beaucoup ma mère, j'étais calme. Donc les choses ont été faites donc, tout en douceur pour ma mère. Et après ça, donc, on attend donc, aux portes d'embarquement. Et donc, une fois que donc, l'heure arriva d'embarquer, on se rend compte en fait que ma mère ne serait pas assise à côté de moi. Parce que ma mère, en fait, comme elle avait beaucoup fait de vol, elle avait la carte membre Flying Blue avec Air France. Donc avec un certain nombre de points, elle pouvait bénéficier donc, d'un surclassement. Donc elle était surclassée donc, en business, pardon. Et donc, elle s'est rendue compte que j'allais être toute seule à côté d'une étrangère. Et là, elle s'est dit, ben non, c'est pas possible, je peux pas laisser ma fille toute seule. Elle a 8 ans, elle va paniquer. Et donc, elle a demandé une hôtesse si elle pouvait s'asseoir à côté de moi. Et la dame, donc il y a une dame qui est arrivée et qui était censée prendre cette place-là. Et alors, c'était son jour de chance à cette dame-là. Ouais. Donc, ma mère lui a dit, alors, j'ai une offre à vous faire. Hein. Ma fille, elle a que 8 ans. Et on m'a surclassée en business. Et je ne peux pas laisser ma fille toute seule. Donc, si vous voulez, je vous offre ce surclassement. Donc, alors là, la dame, ce jour-là, c'était vraiment son jour de chance. Bien sûr que j'accepte. Du coup, la dame, elle a accepté directement parce que là, c'est une offre qui arrive qu'une fois dans ta vie. Donc, elle a accepté, mais vraiment d'office, quoi, direct. Donc, mais par contre, ma mère, elle avait toujours droit à son service business, champagne, tout ça, vraiment le même service. Donc avec la bonne nourriture. Et du coup, ouais, parce que moi, j'avais que 8 ans, donc c'est la première fois que je prenais l'avion. Donc pour moi, j'étais petite, à côté de tout le monde dans l'avion. J'étais là, je regardais tout le monde, j'étais très curieuse. Et alors là, j'étais malade après dans l'avion. Je suis tombée malade. C'est ma mère qui m'a raconté ça, parce que j'ai jamais volé de ma vie. Donc là, j'étais malade, je vomissais. Pour te dire, j'étais pas bien. Pour mon premier vol, quoi. Ouais, ça m'a marqué, on va dire. Mon premier vol, j'étais vraiment malade. Donc ma mère, elle a demandé aux hôtesses si elles avaient un comprimé vraiment pour ma dose.
Et puis les hôtesses de l'air, elles me voyaient, j'étais vraiment malade. Et donc les hôtesses, c'était des hôtesses de l'air françaises, puisque c'était avec Air France que ma mère avait volé. Et donc elle a expliqué, oui, c'est la première fois qu'elle prend l'avion. Je suis partie pour l'adopter, tout ça, donc je vais l'emmener en France, ça, donc c'est vrai que... ma mère et puis les hôtesses de l'air, elles ont tissé un lien ensemble et puis elles ont beaucoup discuté, ça. Donc ma mère, elle était vraiment chanceuse parce que euh, tout le service, tout le personnel, pardon, était aux petits soins pour elle et puis surtout pour moi aussi. Donc les hôtesses de l'air, elles venaient très souvent voir ma mère pour savoir si tout allait bien pour moi. Donc, on m'a donné un petit comprimé pour que j'arrête de vomir. Et puis je me suis endormie après ça pendant tout le vol. Donc du coup le lendemain, les hôtesses de l'air, les mêmes, sont venues vraiment petits soins pour moi. Et puis je me rappelle, elles m'avaient offert un petit cadeau, je crois. Donc, un petit souvenir de mon premier vol. C'était quoi? Je me rappelle plus du petit cadeau, donc c'était la seule chose parce que j'étais encore fatiguée du vol. Donc, franchement, pour me souvenir de ce cadeau-là, j'ai aucun souvenir, on va dire. Mais c'était adorable comme tout. Elles étaient vraiment petits soins pour ma mère. Et puis, on atterrit sur le sol. Et on sort de l'avion, tout ça, on récupère les bagages. On passe, j'ai mon passeport bien sûr français. Et puis, on a les amis de ma maman qui viennent nous chercher. C'est mon parrain en fait. Donc, je vais apprendre plus tard que ça sera mon parrain, qui deviendra mon parrain. Donc, lui, il était tout excité. Il était très, très heureux de me voir, de me rencontrer. Donc, il était là, il était comme un fou à l'aéroport. Il nous attendait, il était comme un fou. Et puis, il m'a pris dans ses bras aussi. Il était vraiment, mais là, comme s'il était amoureux. Euh, J'étais sa princesse, quoi. Du coup, il nous a récupérés. On est allé reprendre la voiture. Et je me rappelle, quand il est sorti de l'aéroport, donc il s'est mis à pleuvoir. Et moi, la pluie, j'ai jamais vu ça de ma vie, puisque j'étais enfermée à l'orphelinat. Je pouvais reconnaître le son. Mais la vue comme ça, l'image de la pluie, je ne l'avais jamais vue. Donc du coup, on entre dans la voiture, tout ça. Et puis, comme une enfant curieuse, je touche à tout. Donc la voiture de mon parrain, à cette époque, c'était un déroulant pour la fenêtre. Ouais. Donc je m'amusais à dérouler. Et puis mon parrain dit, bon, t'arrêtes de toucher à tout là. Tout le monde a fait ça. Moi aussi j'ai fait ça quand j'étais petit. Donc mon parrain et puis ma mère qui lui explique, non mais t'inquiète pas, elle est très curieuse, elle découvre. Donc du coup, mais il a rigolé, mais il a dit ça sur le ton de l'humour, tout ça. Donc, mais c'était assez rigolo. Et puis une fois que la fenêtre était ouverte, je mettais ma main dehors pour sentir la pluie, parce que je l'avais jamais senti sur ma peau en fait. Donc tout était fait de découverte pour moi quand je suis arrivée. Et donc après ça, on a roulé pendant 1 heure, 3 quarts, même voire 2 heures pour arriver à la maison. Et puis j'arrive, ma mère qui me laisse ouvrir la porte, mon père qui m'attendait. Et donc c'était trop drôle parce que ma première rencontre avec mon père, c'était vraiment une réaction stoïque, quoi. J'étais une statue. Je disais rien. Mon père qui était dans le couloir, en fait, il me regardait et puis je disais rien. Et puis ce qui m'avait surpris, c'est son ventre, en fait. Je regardais mon père, je dis, c'est quoi ça? Je me posais la question, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc rond devant lui? Mais tu sais, parce que j'étais vraiment curieuse. Et puis, parce que moi, j'avais jamais vu une personne avec un ventre. Parce qu'au Vietnam, on était tous maigres, minces. Et surtout un homme, quoi. Et surtout que j'ai grandi dans un environnement plutôt féminin, on va dire, avec beaucoup de femmes. Il y avait très peu d'hommes, donc j'avais jamais grandi avec des hommes, à part mes orphelins frères et sœurs. Mais eux, c'était différent, ils étaient des enfants de mon âge. Mais là, un homme avec un ventre, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc rond devant lui?
Donc je ne comprenais pas trop en fait le concept de ce corps-là en fait, rond en fait. Pour moi, je voyais les personnes comme des baguettes quoi, toutes fines quoi. Donc je disais rien et je disais simplement bonjour, mais c'était un bonjour assez distant on va dire. Parce que il me fallait du temps en fait, avant de vraiment m'approcher correctement de la personne. Et mon père qui me fait un bisou sur la joue, tout ça. Et puis je disais rien, je regardais sa tête. Je, on va dire qu'en fait, je touchais les parties de son visage. J'essayais de voir, ok, ça c'est un homme. J'essayais de voir la différence avec une femme. Et puis après, il me dépose par terre et puis je commence à toucher le ventre. Et puis mon père qui rigole parce que pour ma mère, par logique, j'ai jamais vu de ventre rond quoi. Donc ma mère qui explique à mon père, oui c'est normal qu'elle touche à ton ventre parce que tous les Vietnamiens et les Vietnamiennes sont minces, donc elle a jamais vu un corps comme ça. Arrondi, je veux dire, voilà, enveloppé on va dire. Donc je touchais et puis je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je pensais que c'était un sac ou quelque chose, tu vois, quelque chose qui était caché en fait. Donc c'était assez rigolo. Et puis je rencontre donc la femme de mon parrain, donc qui aussi m'a pris dans ses bras. Et puis ils étaient tous heureux. Et puis on prenait le petit déjeuner parce qu'on était arrivé tôt le matin à la maison. Donc tout le monde parlait. Moi j'étais assise sur les genoux de ma mère. Ouais, j'étais assise sur ma mère. Et puis mon parrain qui faisait le clown, il me faisait rire. Donc le premier matin comme ça, mon parrain qui fait le clown, qui essaie de me faire rire, tout ça, j'éclate de rire à ces bêtises. Et donc du coup, on a commencé à tisser notre lien comme ça avec mon parrain. Et depuis, avec mon parrain, c'est toujours un clown avec moi. Hein. Même si je suis une adulte, maintenant, il fait toujours le clown et puis ça me fait autant rire, quoi. Voilà. Et donc, après ça, le langage, bon, c'était surtout cette barrière-là qui posait problème parce que je ne pouvais pas parler, répondre. Je disais simplement bonjour, merci. Quand ils me donnaient tous quelque chose, je disais merci. Après ça, je disais simplement papa, maman. Et puis c'est tout. Mais je ne pouvais pas communiquer, on va dire, de manière courante avec eux. Donc c'était la barrière qui nous posait problème. Mais par chance, ma mère connaissait elle avait un couple d'amis, un très bon couple d'amis, qui sont vietnamiens et qui habitaient vraiment dans le même quartier qu'eux. Donc elle avait les coordonnées, tout ça, et puis elle a passé un petit coup de fil pour expliquer à ce couple-là et de m'expliquer en vietnamien. Pour les prochains jours qui allaient arriver, ce que j'allais faire, tout ça. Donc, heureusement qu'elle avait ce couple-là qui l'a beaucoup aidé en fait à pouvoir communiquer avec moi, établir une vraie communication, on va dire. Tu as commencé à aller à l'école et comment ça s'est passé à l'école? Est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter avec les autres enfants, avec le système éducatif, etc. Alors, donc avant de parler de l'école, il y a une autre anecdote que je vais raconter. Parce que je suis arrivée en France une semaine avant les fêtes de Noël, en fait. Donc en 2001. Donc il y avait cette première semaine où mes parents préparaient les choses, le sapin, tout ça. Et puis moi, je ne savais pas ce que c'était le sapin. Donc un week-end avec mon père, on allait chercher un sapin. Et puis ma mère qui décorait le sapin. Donc pour moi, la première fois que je voyais un sapin, pour moi, c'était un arbre. C'était pas un sapin, c'était un arbre. Donc voilà. Et je m'étais demandé pourquoi on doit décorer un arbre. Pour moi, ça me paraissait étrange. Ça sert à quoi de décorer un arbre? Donc voilà. Et j'étais très curieuse. Et du coup, ma mère qui me montrait les décorations, tout ça. Et donc moi, j'étais encore petite pour atteindre le sommet du sapin. Bon, par chance, mon père me portait sur ses épaules et puis j'ai pu mettre l'étoile au sommet.
Et puis, la semaine suivante, c'était donc les célébrations. Et en fait, j'ai appris plus tard que j'étais le gros cadeau pour toute la famille. Quand je dis le gros cadeau, c'est vraiment le gros cadeau. Donc, mes parents, ils avaient réservé une salle de fête. Donc, dans la ville, à proximité de là où ils vivaient. Et puis, moi, je ne savais pas, mais il y avait la famille des deux côtés, donc la famille de mon père et de ma mère, qui étaient tous rassemblés pour venir célébrer Noël, donc tous ensemble en fait. On était un grand groupe, on devait être une cinquantaine de personnes dans cette salle de fête. Donc imagine 50 personnes avec leurs enfants aussi. Et donc on était arrivés les derniers, bien sûr. C'était fait exprès en fait. Et tout le monde nous attendait dans la salle. Et puis on arrive et puis je me disais mais il n'y a pas de lumière. Parce que tout était éteint en fait. Noir, ouais. On arrivait dans un endroit où il n'y avait pas de lumière. Je me disais, mais c'est quoi ce problème? Donc, et du coup, mes parents ouvrent la porte. Et là, ils disent tous surprise. Et là, je vois plein de monde en fait. Je vois beaucoup de monde. Donc, je vois toute ma famille en fait, du côté de ma mère et de mon père. Et puis, ils étaient tous là. J'étais vraiment le cadeau. J'étais la surprise pour tout le monde. Donc, et puis ils m'attendaient tous, ils m'attendaient tous à point fermé quoi. Ils étaient là, ils m'attendaient tous avec impatience. Et après ça, donc il y avait une autre surprise et moi je savais pas du tout. Ils avaient embauché une personne pour faire le Père Noël. Alors moi j'avais aucune idée de c'est quoi, c'est qui. Pour moi j'avais aucune connaissance de Noël en général, la fête, les personnages, les décorations, tout ça. Et surtout la nourriture aussi. Et donc, 5 minutes après, on a le Père Noël qui arrive, il ouvre la porte. Et puis là, il se met à faire ho ho ho, comme le Père Noël quoi. Et puis en plus en rouge. Je me suis dit, attends, il est rouge. Et puis en plus, il avait l'image du ventre aussi arrondi. Je me suis dit, il ressemble à mon père. Il a le même ventre. Il est rouge. Je me suis dit, mais pourquoi il est habillé en rouge, tout en rouge comme ça? Et puis avec la barbe blanche, la fausse barbe, bien sûr. Et donc, du coup, moi, j'étais là, stoïque. Aucune réaction. Mais à ce moment-là, tu savais pas que c'était une fausse barbe, non? Non, je le savais pas. Mais en fait, c'était au moment de le toucher que je savais que c'était faux, en fait. Ok. C'était pas la vraie barbe. Donc, moi, j'étais stoïque. Le Père Noël, il s'approche de moi. Il me prend dans ses bras. Je commence à toucher ça. Non, la barbe, le chapeau, tout. Mais pour te dire, j'étais vraiment une enfant très curieuse. Je touchais à tout. Pour moi, c'était... La première découverte, c'était le toucher, quoi. J'avais besoin de toucher. Et puis après ça, je tâtais le ventre parce que ça me faisait penser à mon père. Et puis d'un seul coup, je dis papa. Et puis t'as mon père qui me regarde. Mais non, c'est pas lui ton papa. Mais en fait, je regardais mon père, je dis papa, mais tout en touchant le ventre. Et donc, je faisais une connexion avec le ventre de cette personne-là, du Père Noël, avec mon père. Et c'est là qu'il a compris. Ah oui, d'accord. Donc, toi, tu te réfères comme ça à ton papa par le ventre. Bah oui, c'était la première image de mon père, quoi. Et après ça, donc, mon frère, ah oui, parce qu'il y avait mon petit frère dans l'histoire aussi. Mon petit frère, quand il a vu le Père Noël, il a flippé. Il est parti en courant, se cacher sous la table. Il avait peur du Père Noël, c'était trop drôle. Alors je l'ai regardé comme ça, j'ai rigolé. Et moi, j'étais dans les bras du Père Noël et je touchais sa barbe, tout, ses vêtements, enfin bref. Et donc après ça, le Père Noël me donne des cadeaux, ça. Donc moi, j'avais aucune notion de ce que c'était un cadeau. Et puis surtout, ce qui m'avait choqué, c'est le nombre de cadeaux que j'avais en fait. Je me suis dit, déjà à l'orphelinat, j'avais rien du tout, aucun jouet. Donc ce monde du matérialisme, j'avais vraiment aucune connaissance. Et puis là, passer de tout à rien, de rien à tout, pardon, c'était un vrai choc pour moi. Je me sentais un peu en stress parce que de voir un nombre incalculable de cadeaux que j'avais par tous les membres de la famille, puisque bien sûr j'étais le gros cadeau que tout le monde attendait. Et puis là, chacun m'offrait un cadeau. Je me suis dit, mais comment je vais ouvrir chaque cadeau comme ça va prendre du temps. Donc, du coup, je découvre mes premiers jouets, tout ça. Et puis après, il
Il y avait d'autres enfants, donc mes cousins, cousines, mais moi je ne pouvais pas communiquer avec eux encore. Donc c'était encore compliqué pendant cette période-là. Et puis donc on passe à table, tout ça, on mange. Donc moi je découvre la nourriture. Même s'il y a eu la première semaine, c'était la nourriture simple, mais là c'était une nourriture beaucoup plus élaborée, beaucoup plus festive. Donc il y avait une quantité de nourriture, alors que moi, passer de la malnutrition, la faim, ouais, c'était découvrir une grande tablée avec plein de nourriture. Je me suis dit, mais c'est quoi ce monde? Parce que pour moi, j'ai tellement connu la misère, pour te dire que toute cette surabondance, en fait, c'était un gros choc pour moi, la surabondance. Donc ça m'a un peu effrayée parfois. Et pour la nourriture, t'as pas eu trop de mal au début? Est-ce que tu as facilement mangé la nourriture qu'on te donnait? Alors, non, j'avais pas du tout du mal. Alors, une autre anecdote avant de parler de l'école. C'est ma mère qui m'a raconté ça en grandissant. Elle m'a dit les premières semaines, quand je suis arrivée, je cachais la nourriture sous mon lit. Alors, j'avais un lit, tu sais, un lit à tiroir. Donc, c'était des grands tiroirs. Donc, j'avais 2 grands tiroirs en dessous de mon lit. Et ma mère, elle nous achetait des soupes instantanées, les paquets de soupe instantanées. Et je me rappelle, j'en avais mangé un peu à l'orphelinat, mais je l'ai mangé comme ça de manière sèche en fait, ouais. Sans le bouillir, tout ça, parce que c'était un peu comme des chips pour nous. Oui, Voilà. je faisais ça aussi Oui, exactement. Donc, ma mère, je me rappelle, elle nous a acheté plein de soupes instantanées, à moi et à mon frère. Et puis, on se battait pour avoir les soupes, en fait. Et donc, oui, on se bagarrait, parce que moi, je mourais de faim, en fait, à l'orphelinat. Et puis avoir cette surabondance de nourriture, je commençais à vraiment me battre contre mon frère pour avoir la nourriture. Et j'avais aussi des cacahuètes que ma mère avait achetées. C'était vraiment les cacahuètes vietnamiens à peau blanche. Et donc, toute cette nourriture, en fait, je l'ai cachée dans les tiroirs de mon lit. Oui, je faisais une réserve, en fait. Et ma mère, elle a rigolé. Et puis plus tard, en grandissant, elle m'a dit, ah, tu te rappelles, tu cachais la nourriture sous ton lit? J'ai dit, oui, je me rappelle. Donc, ma mère qui faisait le ménage assez souvent, retrouvait dans mes tiroirs, vraiment derrière mon lit, on va dire, les paquets donc, de soupe instantanée vides, mais vraiment vides. Parce que, en fait, ce qui était assez amusant, c'est que ma mère se souvenait exactement à quel moment elle avait acheté ces soupes, ces sachets de soupe. Et elle s'est dit, mais comment c'est possible que ces soupes ont disparu aussi vite? Et puis un jour, elle fait du ménage donc, dans les tiroirs de mon lit. Puis là, elle découvre, bah oui, forcément, je les ai cachés. Voilà. Donc, mais bon, elle m'a jamais grondée parce qu'elle comprenait très bien que j'ai mouru de faim vraiment pendant 8 ans comme ça. Et ma mère, elle préférait au contraire m'inciter justement à manger plus. Et donc, elle disait rien quand je cachais la nourriture sous mon lit parce qu'elle comprenait en fait. Parce que c'était traumatisant pour moi en fait, mourir de faim pendant 8 ans comme ça. Donc, on va dire qu'elle acceptait que je fasse ça, si tu veux. Et jusqu'à, on va dire, mes 12-13 ans, j'ai arrêté de cacher la nourriture parce que j'ai commencé à vraiment à prendre du poids. Mais petit à petit, toi, mais c'était pas, je veux dire, beaucoup de poids. C'était 1-2 kilos, ou même quelques grammes, toi. Donc ma mère ne s'inquiétait pas trop pour ce côté vraiment la prise de poids parce que de toute manière j'allais pas être grosse. Donc j'avais une morphologie d'être fine de base. Donc voilà. Donc c'était la petite anecdote par rapport à la nourriture. Par rapport à l'école, donc ma mère elle m'a inscrite à l'école en janvier directement après le nouvel an. Donc, elle a pris un rendez-vous avec le directeur de l'école. Donc, c'était l'école qui était située à 5 minutes à pied de là où on habitait. Donc, c'était très pratique. Et je me rappelle le jour où on allait donc, à ce rendez-vous, les enfants, ils étaient revenus à l'école depuis. Donc, durant la première semaine, juste les quelques jours après le Nouvel An.
Et donc ma mère m'a dit, tu m'attends dans la cour. Le bureau du directeur était vraiment à côté. Donc j'attends sagement. Bon, pour retrouver encore ce côté sage, j'attends sagement dans la cour de récré. Et puis j'entends une sonnerie donc, qui sonne. Et il devait être 10 heures, mais je ne connaissais pas encore l'heure à ce moment-là. Donc c'est ma mère qui m'a expliqué. Et je vois plein d'enfants sortir dans la cour. Et puis j'étais la première asiatique à être dans l'école. Et puis ils étaient tous là curieux. Ils m'ont tous encerclé. Alors on retrouve encore cette scène de l'encerclement comme ça. Et ils me regardaient comme une bête de foire en fait. Ils se disaient mais elle vient d'où? Donc ils ont tout de suite reconnu mes yeux en amande. Ils se sont dit ah bah c'est une chinoise. Elle vient certainement de Chine, hein, tu vois, parce que les enfants de cet âge-là ils connaissent pas en fait la différence dans les populations asiatiques. Ils savent pas en fait qu'il y a des Chinois, des Vietnamiens, des Japonais, des Coréens, ouais. Donc pour eux, les yeux en amande, ah bah c'est la Chine, hein, c'est des Chinois. Ils sont tous chinois pour eux. Donc voilà. Donc les enfants, ils ont cet esprit vraiment rapide pour analyser, mais bon, parfois c'est des mauvaises analyses. Donc voilà. Et puis t'en as qui faisaient des blagues et qui disaient Konnichiwa ou bien Shintok. Donc moi je comprenais pas trop ce qu'ils me disaient. Donc je me sentais un peu comme une bête de foire en fait. Et puis m'observer tout ça. Donc enfin bref, pendant 10 minutes à peu près, avant que le rendez-vous se termine, et ma mère qui sort avec le directeur, elle me récupère parce qu'elle voit le groupe d'enfants. Et puis tous les enfants qui regardent ma mère, ils se disent, bah, une blanche, c'est sa mère? Tu sais, ils se sont dit, attends, c'est sa mère? Du genre, mais ça peut pas être sa fille. Elle est asiatique. Elle est blanche. Donc ils se sont tous dit, bah, non. Ils étaient tous là en mode vraiment surpris, quoi. Comment c'est possible? Et donc ma mère qui leur explique, oui, elle vient d'arriver, je l'ai adoptée au Vietnam. Alors ils se sont dit, mais c'est où le Vietnam? Et donc, et puis ils ont tous demandé à ma mère, mais c'est la Chine ça? Tout de suite, mais c'est la Chine. Donc voilà, et du coup ma mère, elle leur a expliqué, non, le Vietnam ce n'est pas en Chine. Le Vietnam c'est au Vietnam. Voilà, et donc du coup ma mère me récupère tout ça. Et puis ils nous regardent tous partir. Ma mère qui me prend par la main, tout ça. Et puis ils étaient tous curieux, mais vraiment très surpris. Ils se disaient, ah ouais, donc c'est une enfant adoptée, tout ça. Donc, et ma mère qui leur explique par la suite, oui, elle va intégrer cette école, elle sera dans votre classe, elle va apprendre le français. Donc du coup, moi, durant cette année-là, en 2002, il y avait une politique, une loi qui autorisait les enfants immigrés, d'accord, de bénéficier d'un professeur personnel privé. Donc le professeur devait venir à l'école, passer toute la journée à l'école. Donc moi j'étais séparée de ma classe et donc j'étais dans une salle toute seule avec ce professeur. C'était une dame, je me rappelle très bien, elle s'appelle Brigitte, je me rappelle de son... Brigitte Foy, elle m'adorait comme tout et on avait un lien vraiment assez précieux ensemble. Disons que j'ai beaucoup appris avec elle. Et surtout, ce qui était étonnant pour elle, c'est que, parce qu'elle, c'était une enseignante privée pour les enfants immigrés, et elle avait eu beaucoup d'enfants immigrés qu'elle a enseignés. Et chaque enfant qu'elle a eu, en fait, ça leur a pris 1 an et demi pour vraiment atteindre le niveau français, en fait, à la perfection, en fait. Et avec moi, j'étais la première avec qui ça a pris 6 à 7 mois, mais d'une rapidité. Elle était choquée parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'apprenne aussi vite et aussi parfaitement bien en fait. Donc, et à chaque mois, je me rappelle, il y avait une réunion avec ce professeur, le directeur et mes parents pour faire un bilan. Et chaque mois, ils faisaient un bilan et puis ils étaient étonnés de ma progression comme ça rapide au bout de 6-7 mois. Et après ces 7 mois de cours privé avec ce professeur, je pouvais réintégrer ma classe en fait.
Donc, je retournais dans ma classe avec les autres enfants. Et du coup, ouais, c'était vraiment tellement rapide que elle m'a même offert un livre. Je me rappelle, c'était un livre pour la fête des mères. C'était une famille de petits cochons. Et il y avait les deux fils cochons qui préparaient un cadeau pour leur maman cochon. Et je me rappelle encore de ce livre et je l'ai encore. Et puis, elle avait laissé un petit message sur la page, sur la première page. Et c'est ma mère qui me lit ce message et c'est adorable comme tout. Et j'ai encore ce livre, je l'ai gardé parce que je veux absolument le garder parce que c'est un cadeau précieux. Et c'est aussi un souvenir qui me permet de me remémorer des moments passés avec elle. Voilà. Tu restes tu grandis en France, tu bénéficies d'une éducation française. Et après, un jour, tu décides de revenir au Vietnam. Donc là, ça fait combien de temps tu vis au Vietnam? Et le retour au Vietnam, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des difficultés? Alors, le premier retour toute seule, comme ça au Vietnam, c'était en 2017. Et donc, c'était après avoir travaillé 1 an et demi en tant que réceptionniste dans un hôtel dans la ville où je vivais. Et je m'y voyais pas, en fait, vivre toute ma vie en France, en fait. J'avais déjà des idées claires sur l'avenir, en fait. Je voulais revenir sur mes racines. Donc, par chance, j'avais un contrat de courte durée, donc avec l'hôtel, et donc ils m'ont demandé si je voulais renouveler parce qu'ils voulaient, en fait, ils voulaient que je reste avec eux. Mais je leur ai dit, bah, je suis désolée, je ne m'imagine pas, en fait, faire ce métier toute ma vie. Et j'ai pour projet de m'envoler vers le Vietnam pour revenir sur les pas de mes racines, retrouver mes origines et mes parents biologiques surtout. Donc ça, c'était mon premier projet personnel. Donc je suis revenue, c'était en juillet 2017, toute seule. Mes parents m'ont soutenue. Tu avais quel âge du coup en 2017? J'avais 24 ans. Donc j'avais 24 ans. Je suis revenue donc toute seule. Mes parents m'ont toujours soutenue. Ma mère m'a toujours dit, si un jour tu veux retrouver tes parents biologiques, il n'y a aucun souci, je te soutiendrai. Je serais très contente même de pouvoir t'aider, tout ça. Donc mes parents, ils étaient vraiment ouverts d'esprit là-dessus. Ils ne m'interdisaient pas de retrouver mes racines. Au contraire, ils disaient c'est très important pour moi de pouvoir recommuniquer avec mes parents, retrouver les traces, tout ça. Donc, c'était vraiment des parents aimants et non égoïstes, tu vois. Ils comprenaient mon histoire, mes traumatismes aussi, donc, et mes envies de retrouver. Donc, je pense que tout parent adoptif devrait justement laisser la porte ouverte à leur enfant de retrouver leurs racines, en fait. Donc, du coup, je suis revenue les quelques premiers mois. Je suis restée au Vietnam. J'ai rencontré un ami américain, donc un monsieur d'un certain âge, qui s'appelle Michaelson, donc qui deviendra par la suite un oncle de cœur pour moi, avec qui je vais partager le bénévolat pendant plusieurs années. Donc, il m'a aidé. Je lui ai proposé ce projet. En fait, je lui ai expliqué que j'avais ce projet de retrouver mes racines, mes parents biologiques. Et lui, il avait une association de charité. Et puis, il a intégré justement ce programme pour les adoptés, aider les enfants adoptés à retrouver leurs racines. Donc, il m'a aidé. Et donc, j'étais la première personne qui m'a aidée. Et lui, il avait plein de contacts au Vietnam. Donc, il avait une amie journaliste du journal Toi Tre qui m'a interviewée en anglais. Donc, et puis après ça, donc, elle a écrit un article, elle a fait un petit film. Et puis après, elle m'a proposé de venir à l'émission télévisée
spécialement pour les adoptés. Donc, j'ai été interviewée, l'article est sorti, c'est sorti l'année d'après en fait. J'ai été interviewée en 2018 en fait. Donc, du coup, après ça, donc, il y avait eu l'émission. J'ai appris qu'il y avait 2 autres enfants qui étaient revenus au Vietnam, adoptés aussi. Donc, une fille et un garçon. Et donc, on était tous les 3, on est passés dans l'émission. Et eux aussi, ils ont passé l'entretien, l'interview, avec l'article qui est sorti. Donc, on a chacun raconté notre histoire à la télévision, donc tout en anglais, tout ça, assisté par Michaelson, mon oncle de cœur. Et du coup, bon, moi j'ai une histoire particulière, c'est que quand mes parents ils m'ont abandonnée, ils m'ont rien laissé. C'est-à-dire, j'ai pas de certificat de naissance comparé aux autres enfants. La majorité des autres enfants, ils ont leur certificat de naissance avec le nom des parents. Moi, c'est vraiment, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Donc, c'est très complexe parce que mon... Il n'y a même pas d'aiguille, il y a même pas d'aiguille, il y a même pas la boussole, le repère, quoi. Il n'y avait rien du tout. Donc, c'est encore plus compliqué à retrouver, surtout quand tu n'as pas l'identité des parents, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, la seule chance, c'est à la télévision, en communiquant toutes les informations sur mon identité, mon histoire, et puis voir s'il n'y a pas un parent qui se reconnaît. Mais bon, moi, je savais déjà de base qu'en faisant donc, cette étape-là, je me disais, bon, peut-être mes parents, ils veulent pas que je les retrouve parce qu'ils ont encore la honte, parce qu'ils ont ce sentiment de honte, en fait, cette culpabilité en eux de m'avoir abandonnée, surtout dans un endroit vraiment super en danger, quoi. Donc, ils avaient honte que je leur en veuille ou que je sois en colère, tout ça, donc, ou bien que je les déteste, en fait. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est vraiment pas le cas. Pour moi, c'est pas le cas parce que ce qui est important, c'est que je ne veux pas que mes parents se sentent ils se sentent coupables, pardon, de m'avoir abandonnée parce que durant cette époque-là, la situation était vraiment très, on va dire, en pauvreté, quoi. C'était un état de pauvreté. C'était la misère totale. Donc, je ne pourrais jamais les blâmer pour ça. Moi, si quelque chose m'arrivait, j'aurais fait la même chose, toi. Donc, je ne pourrais jamais les blâmer. En fait, ce que je voulais, c'est simplement les retrouver pour leur dire que je les pardonne, en fait. Parce que cette erreur-là, humaine, ça peut arriver à tout le monde, en fait. Dieu, c'est surtout pendant une situation fragile de la vie comme ça, jamais je les blâmerai, en fait. Et je veux surtout plus qu'ils se sentent coupables, en fait. J'aimerais bien qu'ils puissent vivre leur vie en paix, en fait. Donc, et ne plus s'en vouloir à eux-mêmes, en fait, pour ce qui s'est passé. Donc, non, je veux absolument pas avoir de la haine envers eux. Non, parce que pour moi, je ne peux pas avoir de la haine. C'est impossible. J'ai aucune haine pour personne, en fait. C'est juste que je me mets à leur place. C'est surtout ça qui est essentiel, c'est de mettre à la place de la personne, la situation de l'époque, tu vois. Et ben, c'est le seul moyen pour nous de nous reconnecter à travers cet amour-là, en fait. Et j'aimerais bien leur dire que même si je les connais pas, je les aime quand même, tu vois. Donc, et je les aime parce que, en fin de compte, ils m'ont donné cette chance d'avoir une autre condition de vie, en fait. Donc, c'est une chance inouïe, en fait. Et je les remercierai, au contraire. Voilà. Aujourd'hui, tu exerces le métier de professeur de français. Et comment ça se passe? Pourquoi tu as choisi ce métier et depuis combien de temps tu exerces ce métier? Alors, ça s'est fait par hasard, en fait. Je ne l'ai pas choisi, c'est venu à moi. Mais vraiment, c'est venu à moi. Une opportunité qui est venue à moi, d'ailleurs, une anecdote assez drôle. En 2018, je commence à faire mon petit réseau, donc je rencontre des gens. Et puis, je rencontre une jeune fille vietnamienne qui apprend le français dans un centre de langue et dans une école aussi.
Et puis un jour, elle me demande, tu sais comment on fait un CV? Je lui dis, oui, bien sûr, je sais comment faire un CV. Donc elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton CV? Je lui dis, bah, bien sûr, je te passe le modèle de mon CV, comme ça te permettra de peut-être faire le tien, puis ça t'aidera et puis ça t'aiguillera. Donc je lui envoie mon CV et puis elle fait son CV, tout ça. Et puis quelques mois plus tard, je me rappelle en juin, je reçois un email d'un centre de langue, donc l'IDECAF, donc c'est une alliance française ici dans le district 1, en partenariat avec la France. Et alors, IDECAF, ça ne me disait rien. Je reçois un mail, ils me disent nous avons bien reçu votre candidature, nous sommes intéressés par votre profil. Je me suis dit, mais j'ai jamais envoyé de mail. J'étais très surprise parce que je suis allée voir dans ma boîte mail du côté envoyé et je me disais, ben non, j'ai jamais envoyé de. Donc je me disais, mais alors qui a pu envoyer ma candidature à ce centre de langue? Et puis là, ah oui, voilà, donc je me suis souvenue, j'ai envoyé mon CV à cette jeune fille qui voulait mon CV parce qu'elle voulait faire donc le sien. Elle a postulé à ma place. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Elle a envoyé mon CV, mais dans la, dans la grande discrétion. Je pense que elle avait envie que j'enseigne le français, c'est surtout ça. Donc, elle a envoyé ma candidature. Donc, vraiment, c'était vraiment une opportunité qui est venue à moi, grâce à elle, en fait. Donc, et c'était un grand cadeau, quoi. Et donc, il me propose une date pour l'entretien. Donc, j'y vais. Donc, ça se passe très bien. Et j'étais vraiment honnête avec eux. Et je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai pas d'expérience dans l'enseignement, dans l'éducation, tout ça. J'étais sincère. Et puis, donc, ils m'ont dit, bon, on te donne une chance, tu peux faire une démonstration de classe. Donc, ils me proposent de faire une démonstration la semaine suivante. Donc, je prépare mon cours, tout ça. Je fais ma démonstration la semaine suivante. Et puis, je suis devant une classe d'adultes. Donc, c'était le soir. Donc, des adultes d'une trentaine, quarantaine d'années, toi. Ouais, commencer par les adultes, c'est pas Bah facile. oui, c'est pas facile. Donc ils utilisent leurs livres que propose le centre. Et donc, bah, ça se passe très très bien. D'ailleurs, ils m'ont tous dit, bah, tu es très pédagogue. Pour une personne qui n'a pas d'expérience, tu es très pédagogue. Et en plus, tu parles de manière claire. Et puis, tu prends ton temps pour parler avec eux. Donc, et les adultes, ils ont apprécié ça. Et donc, ils ont eu un très bon retour. Et après ça, donc, le centre a décidé de m'engager. Et ils m'ont dit, bon, bah, on t'engage parce que tu as eu un bon retour des élèves adultes de la démonstration de classe. Et je lui ai dit, ah, bah, super, merci beaucoup. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai travaillé pour eux. J'avais des classes surtout le soir et le week-end, le samedi, toute la journée. Donc, le samedi, j'ai pu avoir des classes d'enfants et d'adolescents. Et en semaine, le soir, c'était des adultes ou des jeunes adultes aussi, donc des étudiants d'université qui ont besoin aussi de faire leur semestre en France. Donc voilà. Et donc ça fait 8 ans que j'enseigne le français. Et puis toujours avec le centre. De temps en temps, donc il y a une année, en 2021, j'ai intégré une école française internationale qui s'appelle Saint-Ange. Donc parce que c'était durant la Covid. Et il y avait un professeur de français qui était parti. Problème familial assez grave, donc elle a dû interrompre l'année scolaire. Donc par chance, j'ai pu être embauchée là-bas. J'ai travaillé presque 2 ans avec eux. Et puis l'année dernière, j'ai intégré donc une nouvelle école internationale, Sagan Star. Donc cette fois-ci, c'est une école internationale. Donc j'enseigne le français comme seconde langue dans cette école-là. Alors qu'à Saint-Ange, c'était vraiment une école française et j'étais enseignante en maternelle pour le niveau moyenne et grande section. Voilà. Et du coup, tu as découvert une autre passion qui est le mannequinat ou la modèle photographie.
Et pourquoi qu'est-ce qui a fait que tu as intégré, enfin, tu as découvert cette passion-là? Alors, alors, cette passion, je l'ai pas découverte tout de suite, mais en fait, je vais raconter une anecdote. J'avais 10 ans et je suis allée voir ma tante qui habite à Paris. Donc, j'ai passé une semaine de vacances chez elle. Et un jour, je promenais dans la rue avec ma tante. Et puis, il y a un homme lambda qui nous interpelle et qui parle à ma tante. Et puis, il dit à ma tante, votre fille, elle serait pas modèle photo? Je regarde ma tante, je dis modèle photo. Comment ça, modèle photo? Moi, cette notion-là de modèle photo, ça me disait rien, tu vois. Donc, à cet âge-là, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Et donc, ma tante, elle me dit, je t'expliquerai dans un café. Ok, d'accord. Et puis l'homme, il me regarde avant de partir, il me dit, tu devrais être modèle photo parce que tu as vraiment un visage super. Donc, moi, je regarde l'homme d'un air, bah, t'es qui, toi? Je te connais pas. Pourquoi? Mais c'est super adorable, quoi. Mais Tu avais quel âge à ce moment-là? j'avais 10 ans. 10 ans. Ok. Ouais, j'avais 10 ans, donc j'étais étonnée que l'homme me parle comme ça, en fait. T'as un visage super angélique, tu devrais être modèle photo. Bah, merci beaucoup de ton compliment, je te connais pas. Donc voilà, donc c'est la première fois qu'une personne me disait ça, en fait. Et ma tante m'explique, modèle photo, ce sont des modèles qui posent pour des magazines, que ce soit pour des vêtements, au maquillage, qu'importe. Donc voilà, mais moi, après ça, je l'ai oublié, cette période-là. Et après ça, en grandissant, quand je deviens une jeune adulte, vers l'âge de 20 ans, 21 ans, 21 ans, j'ai deux, trois amis qui me disent, qui me regardent et ils me disent, mais tu voudrais pas être modèle photo, toi? Alors, je me disais déjà à l'âge de 10 ans, quelqu'un me disait ça. Vous deux qui me dites ça, ok, d'accord, je réfléchis. Et puis là, au Vietnam, quand je commence à m'installer au Vietnam, une autre personne qui me dit, non mais toi, tu devrais être modèle photo parce que ton visage est tellement magnifique. Ah, t'es la quatrième personne. Je me suis dit, bon, bah, c'est un signe, quoi. Je vais devoir tenter quelque chose parce que s'il y a quatre personnes qui me disent ça, c'est vraiment. Voilà, c'est qu'il y a un truc à faire. Donc, au départ, c'était pas une passion du tout. Je l'ai découvert à travers les gens qui m'ont complimenté, en fait. Donc un jour, donc c'était en 2019, ouais, c'est ça. J'ai un collègue de mon travail, donc de l'IDECAF, qui me demande, ah, tu voudrais pas tester, faire des photos, être mon modèle? Je lui dis, bah, pourquoi pas? Donc en 2019, avec son appareil photo, on va dans un café super authentique, dans le district 2, de l'autre côté du district 2. Donc c'était pas à Thaudien, c'était du côté de Salah. Et on fait des photos, tout ça. Et puis, il poste mes photos sur les réseaux sociaux. Donc, je lui avais donné mon accord, tout ça. Et puis, un ami à lui, qui est photographe parisien de Paris, il s'appelle Yves. Il découvre mon profil sur les réseaux sociaux. Donc, son pseudonyme, c'est Delga Tojo. Et du coup, il me contacte et il me dit oui, j'ai eu tes coordonnées via un ami. Et je lui dis bah, c'est qui l'ami qui t'a donné mes coordonnées? Et il me dit bah, c'est ton collègue du travail. Ah, d'accord, je vois tout. Donc, il me propose, il me demande j'aimerais bien que tu sois mon modèle. Parce qu'il a vu les photos que mon collègue avait fait. Et donc, il a dit, il y a quelque chose à faire avec moi, en fait. Donc, j'étais super photogénique et je posais vraiment de manière naturelle. Donc, c'est ça qui lui a beaucoup plu. Et donc, mon photographe me contacte via Messenger la première fois. Et je lui dis, bah, écoute, moi, je vis au Vietnam. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens en France. Mais je te tiendrai au courant quand je reviendrai en France. Donc 2020, 2021, on a essayé de se fixer un rendez-vous, mais on n'a jamais réussi à se caler un moment en commun parce que
si tu veux, j'étais tellement occupée pendant l'été quand je suis revenue en France pour passer du temps avec ma famille et mes amis. Je n'arrivais pas à me caler un moment dans son planning à lui. Et puis, il vient donc au Vietnam en 2022. Ouais, c'était ça en 2022. Ouais, 2022-2023. Non, c'était en 2023, pardon. Donc, en 2023, il vient... oui, parce qu'en 2022, je n'étais pas au Vietnam, j'étais en Irlande. Donc, je suis revenue en 2023 au Vietnam. Donc, on se revoit. Et, et là, il me dit, oh, au fait, je suis au Vietnam. Et donc, c'était en janvier. Et puis, je lui dis, ah bah, moi aussi, je suis au Vietnam. Donc, et puis il m'a dit, bah, est-ce que tu veux qu'on se rencontre pour un café, comme ça on parle, et puis on teste pour quelques photos. Donc, et à ce moment-là, j'ai commencé à à être modèle pour lui. Donc, il a jamais voulu que je paye. Je lui ai dit, mais tu veux pas que je paye pour ton service, ça? Et il m'a dit, ben non, puisque c'est moi qui t'ai proposé. Donc, ok, je lui ai dit très bien. Et donc, on a fait les photos dans quelques cafés, dans la rue, tout ça. Et puis, ça lui a beaucoup plu. Donc, après ça, il m'a dit, OK, je te propose un autre photoshoot, beaucoup plus commercial. Est-ce que tu as des habits un peu plus colorés, tout ça? Je lui ai dit, bah, bien sûr, j'ai beaucoup d'habits colorés. Donc, et puis, on a fait les photos en studio après ça. Voilà. Et donc, et depuis, on fait les photos à chaque fois à la même période, janvier, février, de chaque nouvelle année. Et cette année, j'ai refait la même chose avec lui, mais là, c'était plus dans le patinage. Voilà. Janvier-février, c'est la période où tout le monde fait des photos pour le tête, tout le monde sort en aïe aïe. Et du coup, pour le patinage, donc du coup, comment tu as découvert cette activité et qu'est-ce que tu comptes, quel est ton objectif dans le patinage artistique? Alors, le patinage, je l'ai découvert à mon adolescence. J'ai commencé le patinage à l'âge de 13 ans, jusqu'à mes 16 ans. J'en ai fait pendant 3 ans. Mais en France, si tu veux, durant cette période-là, j'avais un couple de patineurs qui étaient mes coachs, mais le niveau n'était pas vraiment élevé, on va dire. On apprenait que les pas basiques, les figures basiques. C'était pas vraiment encore. Et puis on faisait la danse synchronisée aussi. C'était surtout ça. C'était la danse synchronisée sur la glace. C'était pas du patinage solo en fait. Donc j'étais avec un groupe et on apprenait surtout la danse synchronisée sur glace. Donc pendant les 3 ans. Et puis à partir de 16 ans, bah, j'étais au lycée. Et donc, je commençais à avoir énormément de devoirs. Et puis, je disais à ma mère, je ne vais pas pouvoir continuer le patinage. Ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que j'aimais beaucoup danser sur la glace, en fait, en groupe comme ça. Et puis, bah, pendant plusieurs années, jusqu'en 2024, je n'ai pas pratiqué le patin, je n'ai pas touché au patin à glace. Donc, je ne suis pas retournée sur la glace. Donc en 2024, en avril 2024, en fait, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, une passion. Et je me suis souvenu que j'avais tellement, je me suis tellement amusée sur la glace, à danser, synchronisée comme ça avec mon groupe. Je me suis dit, bah tiens, je vais revenir sur la glace. Et surtout après, je suis revenue parce que j'avais aussi vécu une ancienne relation amoureuse très toxique qui m'a vraiment détruit émotionnellement et mentalement. Et j'avais besoin de quelque chose pour me raccrocher à ça. Et c'est là que, en fait, par rapport à la toxicité que j'ai reçue dans cette relation, ça m'a aidé en fait à m'éloigner de cette toxicité et j'ai pu créer un lien, une vraie passion avec le patinage. Je me suis redonné de l'amour à moi-même à travers le patinage. J'ai commencé à vraiment à m'accepter à nouveau après cette relation destructrice. Et du coup, je m'épanouis maintenant énormément dans cette passion. Je pratique tous les jours. J'essaye du moins de le pratiquer tous les jours. Et puis, bah, cette année, j'ai décidé donc de prendre plusieurs coachs privés pour améliorer mes techniques
en patinage. Donc pour le moment, je ferai du patinage solo. J'aimerais bien passer les compétitions. Donc cette année, c'est vraiment l'année, c'est mon année, on va dire, l'année 2025, pour me concentrer sur mes techniques, améliorer mes sauts, mes pirouettes, toutes les figures possibles en patinage, que ça soit complexe ou simple. J'adore les challenges comme ça. Je n'aime pas les sports trop faciles parce que je m'ennuie, on va dire. Alors que le patinage, il y a tellement plein de choses à apprendre. Ce qui est bien avec le patinage, c'est que une fois que tu as accompli une figure, tu en as d'autres qui arrivent en fait. Donc c'est infini en fait. Donc c'est comme si c'est quelque chose en fait, tu achèves, mais pas totalement parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre à chaque fois. Et c'est ça que j'adore en fait. C'est qu'il n'y a pas une porte fermée en fait à cet accomplissement. C'est qu'il y en a d'autres portes qui s'ouvrent en fait. Ouais. Donc c'est une conséquence, oui, c'est une conséquence des événements comme ça. Et du coup, ouais, l'année prochaine, je prévois de m'envoler au Canada, rejoindre un club, le meilleur club de patinage artistique, pour avoir vraiment un coach privé cette fois-ci. Et puis pratiquer sur la glace avec le coach privé. Et surtout faire la danse sur glace. Donc avoir un danseur qui me montre les mouvements, tout ça, pour faire la danse complète sur une musique en fait. D'accord. Et effectuer toutes les figures. Et l'objectif final, ce serait de pouvoir Devenir athlète, devenir une patineuse artistique professionnelle. professionnel. Professionnelle, devenir professionnelle, ouais. Wow. Et de pratiquer ma passion et d'en faire un métier. Et du coup, l'enseignement du français, ça serait mis de côté, c'est juste temporaire? Ouais. Donc l'enseignement du français, ça sera mis de côté. De toute manière, je ne m'imagine pas enseigner toute ma vie. C'est temporaire. J'ai beaucoup apprécié enseigner le français. Mais j'aime bien maintenant le côté actif et j'aimerais bien rendre ma vie un peu plus active. Parce que quand tu enseignes le français, tu es dans une classe, tu ne bouges pas trop. Donc là, je veux rendre ma vie encore plus active, on va dire. Donc en mouvement, en constant mouvement en fait. Donc du coup, je vais rejoindre un club, le meilleur club de patinage au Canada. Et également essayer d'intégrer une troupe de danseurs sur glace. Donc j'ai un ami qui a un ami qui justement qui gère une troupe de danseurs sur glace. Je vais essayer d'intégrer cette troupe parce que j'aimerais bien revenir à la danse synchronisée en groupe. J'aime beaucoup être en synchro comme ça, en harmonie avec un groupe, danser comme ça sur une danse. Et parce que je m'épanouis en fait. Quand je danse sur la glace, c'est comme s'il n'y avait rien d'autre autour de moi. Et je suis dans mon monde, je danse, ça m'apporte cette sérénité en fait, danser. Et puis je me sens pas stressée par la vie. Et ça m'apporte la paix, cette harmonie, cet amour en fait. C'est surtout cette flamme de la danse. Voilà. Et une danse synchronisée de groupe, c'est combien de personnes? Bah, ça peut être 10, 15, 20 personnes. Tout dépend de l'effectif du groupe en fait. Donc là, je ne connais pas encore la troupe. Donc je vais prendre connaissance. Je vais d'abord rencontrer la personne qui gère cette troupe et on va discuter ensemble. Il faut que je lui montre aussi comment je patine sur la glace, voir si j'ai le niveau, si je suis capable de faire certaines danses avec certaines figures. Donc il faut que je rencontre cette personne. Je ne l'ai pas encore rencontrée, mais on se suit mutuellement sur les réseaux. Et il faut juste qu'on prenne contact ensemble. Ok. Bah, en tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets futurs. Et merci beaucoup pour cette interview, pour ton temps. C'était vraiment très intéressant. Franchement, c'était vraiment passionnant. Enfin, j'ai adoré comment tu racontais ton histoire. Toutes les anecdotes, ça va être une vidéo super. Et voilà, donc je mettrai en dessous de la vidéo, dans la description, tous tes réseaux sociaux si tu veux les ajouter. Et puis merci beaucoup et bonne continuation pour la suite.